Bonjour à toutes et tous, on est très heureux de vous retrouver ce soir pour vous présenter les travaux que nous avons réalisés tout au long de l'année 2025. C'est un travail collaboratif qui a impliqué tout au long de cette année une cinquantaine d'experts. Un travail non seulement nécessaire mais essentiel, d'ailleurs on l'a appelé l'essentiel de l'efficacité. Je vous le dis dès à présent, ces travaux vont se poursuivre en 2026 et vous pourrez télécharger dès la fin de ce webinaire sur notre site l'ensemble du document, l'essentiel de l'efficacité. Alors, sans plus attendre, voici le programme de ce webinaire. Une première table ronde qui va vous présenter, l'essentiel de nos travaux de manière assez synthétique. Puis, il y aura une seconde table ronde animée par Eric Schnubel, que je vous représenterai tout à l'heure, avec des participants à notre groupe de travail. Ce sera le moment de parler des guidelines et des bonnes pratiques. Et puis, ce sera à vous. Vous pourrez poser vos questions et vous pouvez d'ores et déjà les poser dans une petite rubrique qui s'appelle « Questions ». Alors, sans plus attendre, je vous présente les participants et participantes à cette première table ronde. Donc, nous avons Hélène Chartier du SRI, Fabien Vital de Marketing Scan, Faiza Rabat d'Omnicom et Maximilien Vario d'Equimetrix. Donc je les remercie chaleureusement avant qu'ils prennent la parole. En introduction, je voudrais vous dire quelques mots. La question que nous nous sommes posée tout au long de cette année, c'est une question simple. De quoi parle-t-on quand on parle d'efficacité ? Et le rôle de l'IREP, bien sûr, c'est de s'attacher à décrypter des sujets complexes, et c'en est un, celui de l'efficacité, avec un parti pris à la fois de pédagogie pour donner des guidelines, pour donner des clés de compréhension et alerter aussi sur des points de vigilance. Le sujet s'est beaucoup complexifié au cours de ces dernières décennies, vous le savez, avec l'arrivée du digital, bien sûr. On assiste à une multiplication des points de contact, ça vous le savez tous, une fragmentation donc des usages et plein de nouvelles mesures finalement et de nouveaux outils. C'est la naissance aussi de multiples KPI, je dirais presque à l'infini. On parle à la fois de reach, de CPM, de taux de clic, de conversion, de visibilité, ROAS, bref, je ne vais pas tous les énumérer. Mais qu'est-ce qui est dans tous ces indicateurs? Qu'est-ce qui fait partie de l'efficacité et qu'est-ce qui n'en fait pas partie? C'est notre sujet. Alors l'efficacité, avant toute chose, on a fait un petit sondage auprès de nos membres et également auprès des membres de l'Union des marques. C'est important pour tout le monde. C'est quasiment du 100%. Donc 99% considèrent les mesures d'efficacité comme importantes dans leurs activités et près de 80%, très exactement 77%, c'est un sujet très important. C'est en effet une boussole. Sans efficacité, je pourrais dire pas de communication. C'est une boussole qui va permettre d'orienter, de piloter, d'orchestrer les stratégies de communication en s'appuyant sur des mesures fiables, transparentes et neutres. On va y revenir tout à l'heure. Alors, ce dont nous allons parler dans cette première partie, dans cette première table ronde, concrètement, pour avoir un socle commun et référent de la mesure d'efficacité, on s'est posé un certain nombre de questions. Tout d'abord, celui de la définition de l'efficacité, pour qu'on ait une définition claire et univoque de l'efficacité. On a défini également son périmètre et ses composantes. Qu'est-ce qui fait partie de l'efficacité et qu'est-ce qui ne fait pas partie de l'efficacité? Quels sont les indicateurs et les KPI? Quels sont finalement les grands types de mesures aujourd'hui qui existent? Et puis nous ferons un petit peu de prospective sur demain, les enjeux, les priorités, enfin de cette première table ronde. Le groupe de travail, je voudrais vous le présenter. C'est donc une cinquantaine d'experts du marketing, de la communication et des médias, à la fois des marques, des agences conseils, des agences médias, des régies sur l'ensemble des médias, des représentants du digital, des marques tech, bien sûr des instituts d'études et de conseil. Et je tiens à remercier tout particulièrement Eric Schnubel, que vous verrez tout à l'heure, qui animera la seconde table ronde, qui nous a accompagnés pour piloter tout au long de l'année ce groupe de travail. Alors les marques et les entreprises qui étaient à nos côtés, vous les voyez ici à l'écran, elles sont nombreuses. Et je tiens aussi, au nom de l'IREP et au nom du groupe de travail, à remercier l'Union des marques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, l'Union des marques a réalisé un référentiel, un travail conséquent, structurant. C'était le référentiel de l'efficacité, publié en 2020. Et l'Union des marques, avec son patron, Jean-Luc Chétrit, et Didier Beauclerc, que vous allez aussi retrouver tout à l'heure, ont accepté de communiquer ces fondements justement à notre groupe de travail pour que ce soit un socle,
un premier socle de travail qui nous a été extrêmement utile. Donc un grand merci à l'Union des marques. Venons-en maintenant à la définition. La définition, nous l'avons voulu structurante et fondatrice, qu'elle soit, comme je le disais tout à l'heure, à la fois claire et univoque, parce que finalement, l'efficacité, elle est très protéiforme, elle est plurielle. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu mettre dans cette définition ? On a voulu à la fois parler des objectifs de la marque, des moyens mis en œuvre, mais aussi des bénéfices pour la marque, des effets sur le haut de funnel et sur le bas de funnel, et bien sûr parler également de l'ensemble des leviers. Donc cette définition, je vais tout simplement vous la lire. On la trouve structurante, elle a vraiment été co-construite par l'ensemble du groupe de travail. Donc l'efficacité est définie comme étant les bénéfices mesurés des activations de communication en fonction des objectifs marketing de la marque, sur toute ou partie de son funnel, à court et ou à long terme. Donc on a bien intégré dans cette partie l'ensemble des variables et des choses que l'on voulait traiter, et c'est une définition finalement qui est assez simple. Parlons maintenant du périmètre. Une fois la définition posée, bien sûr, se poser la question du périmètre. En d'autres termes, qu'est-ce qui relève de l'efficacité et qu'est-ce qui n'est pas de l'efficacité ? Pour travailler sur ce périmètre, on s'est posé également un certain nombre de questions. On s'est dit que les variables qui composaient l'efficacité, c'était des variables qui étaient capables de générer une transformation et des bénéfices mesurés, bien sûr au niveau de la marque, mais surtout en adéquation avec les objectifs marketing définis en amont et déterminés par la marque. À partir de là, on avait effectivement recensé toute la pluralité des composantes de l'efficacité. Et nous avons dressé un très large panorama, le plus exhaustif possible, de l'ensemble des variables et des indicateurs mis à notre disposition quand on travaille sur l'efficacité. Alors bien sûr, il y a la marque. La marque, c'est l'élément fondateur, c'est le socle, c'est elle qui, avec son capital, ses valeurs, ses attributs, ses éléments de différenciation, et finalement l'ensemble de ses caractéristiques marketing, qui est le socle de ce que va ensuite être l'efficacité, et en tout cas au travers de ses actions de communication. Et puis il y a des moyens qui sont mis en œuvre, à la fois la création publicitaire. La création publicitaire, elle est aussi évidemment très importante. On dit toujours que la création publicitaire, finalement, c'est le fondement aussi, et c'est l'essence même de l'efficacité. La création, elle va permettre évidemment de susciter de l'attention, de l'émotion, de l'agrément. On va y revenir dans un instant. Et puis, il y a l'orchestration de la campagne de communication au travers du mix média, c'est-à-dire l'ensemble des leviers, les leviers médias, digitaux et hors médias. Et que ce soit la création publicitaire ou les leviers médias, et hors médias, bien sûr, ces deux ensembles sont finalement des variables extrêmement importants, mais ce sont plus des moyens, tels que nous les avons définis, et en tout cas des moyens et des facteurs contributifs. Alors, venons-en maintenant à ce que nous avons déterminé comme étant de l'efficacité. L'efficacité elle-même, donc, elle dépend directement des objectifs marketing que la marque s'est assignée en amont. Et il y a 3 grands blocs de variables. Les variables de branding, donc de brand equity, le haut de funnel, les variables de trafic, que ce soit drive to web ou drive to store, et bien sûr les indicateurs de business, d'action ou de conversion. Mais pour parler de ces indicateurs, donc je vais maintenant passer la parole à Hélène Chartier et à Faiza Rabah. Et tout d'abord, Hélène, sur les facteurs contributifs à l'efficacité. À toi. Merci Christine. Déjà, je voulais souligner que c'est un travail hyper important parce que définir, c'est quand même déjà compliqué. Trouver le périmètre, c'est aussi assez... ça a pris quand même pas mal de temps. Et du coup, quand on a défini les variables contributives, on s'est rendu compte qu'elles étaient incroyablement variées et multiples. Et que, voilà... Et qu'en effet, on s'est concentré, Christine l'a dit, il y a 3 facteurs, 3 moyens contributifs à l'efficacité. Nous, on s'est concentré quand même sur la création et le mix média hors média. Et puis,
à partir de ça, cette combinaison de variables contributives qui dépendent de ces familles amène aux indicateurs d'efficacité. C'est FESA qui prendra ces définitions. Quand on regarde les variables contributives, elles sont de trois grands ordres. Oui, c'est ça, voilà. La création, le plan marketing. On va se concentrer surtout sur le média et la création. Et là, encore une fois, on a ces deux grandes familles qui se structurent. Ah, je veux bien passer la slide après, peut-être. Voilà. On voit que ces familles de médias et de création se structurent, ou se développent en 42 variables contributives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 42 variables contributives. Alors, évidemment, ce chiffre paraît énorme, mais c'est important de voir qu'on a balayé tous les médias, tous les leviers. Donc, c'est sûr que sur ces 42 variables, on a derrière des sous-ensembles. Donc, on a les ensembles, le média, qui compte pour 20 variables, et la créa, oui, c'est ça ce que j'ai dit. La créa compte pour 20 variables et le média pour 22. Et chacune de ces grandes familles se redécompose. On a pour la créa 3 sous-ensembles et pour le média 4 sous-ensembles. Et si on regarde les slides suivantes, on peut entrer un peu plus dans le détail. Je crois qu'on commence par la créa. Je veux bien la slide qui correspond à la créa. Voilà, la créa, on a donc ces 3 sous-ensembles avec des variables qui sont allouées à chacun de ces sous-ensembles. On a d'abord le message, et on sait à quel point le message est important. Et là, je tiens à marquer un sujet important, c'est-à-dire que le média ne peut pas seul porter l'efficacité publicitaire. C'est une combinaison. Le média ne peut être efficace que si la créa porte déjà ces notions d'efficacité, de variables contributrices. Et un petit point aussi que je voulais noter en introduction, c'est que, comme le disait Christine, le digital a complexifié tout ça. Dans cette notion d'instantanéité et de promesse de pouvoir tout mesurer, on a un peu mélangé à un moment les variables contributives et les KPI d'efficacité. Et ce document montre bien à quel point l'un ne va pas sans l'autre, mais qu'ils ne sont pas tout à fait similaires, puisque les variables contribuent aux indicateurs, mais ne sont pas elles-mêmes des indicateurs. Donc si je reviens à mes variables de création, on a des variables qui sont liées au message, c'est évident, un message impactant, c'est très important, notamment au niveau de sa compréhension. On a des variables de création qui sont liées à l'expérience ou à l'interaction avec cette création, cet asset créatif. Et puis évidemment, on a des variables de création qui sont liées à la mémorisation ou à l'impact. Donc déjà, 20 variables de création à prendre en compte quand on veut parler d'efficacité. Et quand on veut parler d'efficacité média, là on se retrouve face à 22 variables. Donc, c'est vrai que c'est très important. Évidemment, il y a des variables qui sont liées à la pression publicitaire, des variables qui sont liées à l'audience, au reach, à la couverture, et des variables qui sont liées à la qualité d'exposition, la qualité d'insertion publicitaire, et enfin, des variables liées à l'affinité. Donc, on voit à quel point, pour aboutir à des indicateurs d'efficacité, il est hyper important de considérer ces 42 variables, ou du moins une partie de ces variables en fonction des médias et des leviers qu'on utilise. Et Faiza, maintenant, pour les indicateurs d'efficacité à proprement parler. Oui, Christine, bonjour à tous et encore merci de nous avoir associés à ce travail collaboratif qui est essentiel et très central dans nos métiers. Donc, pour piloter efficacement une campagne, il existe en effet 3 grandes catégories d'indicateurs déterminés, tu le disais tout à l'heure Christine, en lien avec les objectifs marketing de communication. Donc on en a recensé 47 comme vous le voyez. L'objectif c'est vraiment important parce que c'est le point de départ et conditionnera la stratégie de mesure à mettre en place. On en parlera tout à l'heure, l'importance de les prioriser, de les hiérarchiser notamment. Donc
On en a 47 répartis suivant les 3 catégories. Donc, tu l'évoquais tout à l'heure, Christine, les indicateurs de branding ou de brand equity. Cette catégorie mesure comment la marque agit sur la perception, comment la campagne, agit sur la perception de la marque dans l'esprit des consommateurs. Donc, c'est la notoriété, l'image, l'attitude des consommateurs à son égard. Ensuite, les indicateurs de trafic au nombre de 15. Cette catégorie se concentre sur la fréquentation et les interactions des consommateurs, comme le fait de générer des visites. Donc, c'est le drive to web, par exemple, ou le drive to store. On mesure également des leads générés comme des demandes de devis ou d'essais, par exemple. Ensuite, les indicateurs business, qui sont au nombre de 15. Donc là, on va s'intéresser à l'impact direct de la campagne sur les performances commerciales, donc les ventes, la consommation, le comportement d'achat. Donc, en effet, pour revenir à ces différents indicateurs, vous les avez vus, ils sont en train d'être défilés. Moi, j'aimerais juste revenir sur des points assez essentiels. Donc, tous ces chiffres, les 43 variables et 47 indicateurs, ce n'est absolument pas pour vous noyer dans les chiffres, mais c'est vous démontrer en fait que l'efficacité est plurielle et ne se résume pas à un seul indicateur. Donc la catégorie branding, et j'insiste beaucoup là-dessus, elle est considérée comme la plus importante. J'aimerais vraiment qu'on prenne quelques minutes là-dessus. Et c'est démontré d'ailleurs dans l'enquête IREP que tu évoquais tout à l'heure, Christine. Elle est clé, d'autant plus aujourd'hui, parce qu'à l'heure de l'IA, si une marque n'est pas indispensable, eh bien, elle est vite jetable. Voilà, et c'est exactement ce que montre l'étude Best Global Brands que vous avez peut-être vu menée par nos cousins d'Interbrand. Donc ces indicateurs de branding, et c'est vraiment là-dessus, je vais insister un peu plus là-dessus, qui sont des drivers émotionnels, comportementaux et attitudinaux envers la marque et s'assurer qu'elle reste désirable. Donc, par exemple, les indicateurs de notoriété, de préférence ou de considération sont intéressants à suivre régulièrement. Vous voyez, il y en a encore plus, voilà, d'autant plus. Et d'ailleurs, dans une étude, Didier en parlera peut-être tout à l'heure, dans une étude menée auprès de professionnels du marketing sur les budgets médias en 2026, donc une étude WFA, UDM, Ebiquity, près d'un tiers des professionnels marketing prévoient d'augmenter la part du branding dans leurs actions 2026 versus 19% pour la performance. Ensuite, les indicateurs de trafic, vous les connaissez très bien. Ce sont les variables qui vont être justement variables suivant les secteurs d'activité, des nombres de visites online, en magasin, en concession par exemple. Et enfin, le Graal, c'est bien sûr les ventes, le chiffre d'affaires, les indicateurs business, qui en effet sont les indicateurs qu'on suit de très près et qui sont aussi variables en fonction des secteurs d'activité. Donc on peut avoir des indicateurs hyper spécifiques, comme le taux de nourriture pour les annonceurs FMCG par exemple. Donc après avoir vu tous ces indicateurs, ces variables contributives et les indicateurs d'efficacité qu'il ne faut donc pas confondre, intéressons-nous maintenant aux solutions concrètes de mesure avec Fabien. Voilà, à Fabien maintenant, donc, pour nous parler des mesures. Comment se mesure finalement l'efficacité publicitaire aujourd'hui ? Alors, c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Effectivement, concrètement, comment on mesure cette efficacité ? On a fait le constat, en tous les cas, que c'est pas simple. Que face à effectivement cette sophistication des solutions de mesure, qui est normale, finalement, les mesures, elles s'adaptent à ce qu'elles doivent mesurer, et donc à l'évolution du paysage média, qui se fragmente davantage, qui se complexifie. On n'a jamais eu autant de solutions possibles. Donc le champ des possibles est extrêmement vaste. C'est parfois difficile de s'y retrouver. Et c'est précisément l'ambition de cette partie du livre blanc que de vous aider à y voir plus clair. On a ainsi décidé de distinguer deux grandes familles de mesures dans lesquelles on va retrouver un certain nombre de méthodes différentes. La première, c'est l'incrémentalité.
et d'autre part les modèles d'attribution et de contribution. Alors je vous dis tout de suite, évidemment, les deux approches ne s'opposent pas mais se complètent, mais néanmoins il s'agit de bien les comprendre pour bien les utiliser. Je vous propose de parler tout de suite de l'incrémentalité. De quoi il s'agit? C'est assez simple, finalement. Il s'agit d'apporter une preuve causale réelle de l'efficacité d'un levier, généralement, une campagne, une activation, voire une cible, et dans sa capacité à être efficace. Le principe, il est simple. On compare des groupes exposés, non exposés, les plus semblables possibles, pour essayer de trouver une différence sur un ou plusieurs indicateurs, comme on l'a vu avec Hélène, que ce soit des indicateurs de branding, que ce soit des indicateurs de trafic ou de business. Finalement, la réponse à laquelle on cherche à répondre, c'est une question très concrète, qui est de savoir, ma campagne, qu'est-ce qu'elle me permet de générer en plus. Et tout est dans le en plus, naturellement. On va y retrouver différentes méthodes, que sont notamment les post-tests, les brand lift, les sales lift, donc les post-tests exposés, non exposés. On va retrouver également les A/B tests, et enfin les géotests ou géo-expériments qui permettent de comparer une zone exposée à une zone qui ne l'est pas. Donc ça, c'est pour la première grande catégorie. La deuxième grande famille sont les modèles d'attribution et de contribution. Ici, la question va être un tout petit peu différente, de comprendre le rôle de chacun des leviers du mix via non pas une comparaison de groupe, mais une modélisation des différents moyens moteurs, des différents effets, médias hors médias. Et on va chercher à comprendre quelque part quelle est la contribution de chacun de mes leviers à la construction de mes ventes. Et donc ici, on va avoir effectivement différentes méthodes également à l'intérieur de ces solutions d'attribution-contribution, que sont les marketing mix modeling ou media mix modeling, les fameux MMM, les modèles d'attribution, beaucoup utilisés en digital, et une dernière famille qui est finalement transversale aux deux familles incrémentalité attribution, que sont les solutions drive-to, mesures drive-to web, drive-to store, qu'on peut trouver à l'intersection des deux en réalité. Pour y voir encore plus clair, on a essayé effectivement de cartographier ces différentes solutions de mesure autour, non pas de 3 axes comme on peut le voir régulièrement sous la représentation graphique d'un triangle, mais ici sous l'angle de 4 dimensions, 4 axes essentiels qui nous semblent représenter finalement de façon encore peut-être plus complète, peut-être plus juste toute la complexité de ces solutions de mesure, pour aboutir finalement à une représentation sous forme de carré, qu'on peut peut-être appeler le carré magique de l'efficacité, qui va nous permettre de positionner chacun de ces différentes typologies de mesures. Donc, pour reprendre ces différents axes, le premier, ça va être un axe méthodologique. Est-ce qu'on va utiliser des solutions expérimentales, on observe la réalité de ce qui se passe, ou des solutions plutôt basées sur la modélisation? Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un axe essentiel qui est la temporalité, qui va être un axe déterminant pour choisir une solution de mesure. Est-ce que, d'une part, on cherche des résultats très rapidement disponibles ou qui nécessite peut-être un temps un peu plus long? Et d'autre part, est-ce que la solution qu'on opte, elle vise à mesurer des effets à très court terme ou à plus moyen long terme? Le troisième axe, ça va être un axe là aussi tout à fait essentiel, qui est la data, qui peut être, selon les solutions, plus ou moins granulaire, plus ou moins fine ou volumétrique. Et le dernier axe, c'est un axe également très important, qui est le périmètre des insights qu'on recherche. Donc l'utilisation qu'on veut en faire. Donc quelque part, on va avoir d'un côté des solutions à visée plutôt stratégique, avec une vision holistique, et d'autres qui vont être beaucoup plus tactiques, à visée immédiatement opérationnelle. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les deux familles ne s'opposent pas, elles se complètent, voire elles s'hybrident de plus en plus. D'un côté, l'incrémentalité, qui est une preuve directement disponible, très granulaire, spécifique à un levier, une activation, et plutôt court-termiste. De l'autre, des solutions de modélisation qui, elles, sont beaucoup plus holistiques, plus rémédiables, j'ai envie de dire, plus macro aussi, et à viser également plus moyen-long terme. Du coup, en définitive,
comment on mesure l'efficacité aujourd'hui? Eh bien, c'est en articulant des solutions qui sont probabilistes d'un côté, déterministes de l'autre, donc des modèles, mais aussi des études et des tests d'incrémentalité. C'est en articulant aussi le court et le long terme et en alignant des solutions opérationnelles et stratégiques. Et le point essentiel pour terminer, c'est la data et sa qualité, puisqu'il n'y a aucun modèle, aucune solution, aucune IA qui ne peut générer des résultats pertinents sans une source de qualité à la fois complète, fine, transparente, j'ai envie de dire, et bien gouvernée. Merci Fabien pour toutes ces précisions et toutes ces mesures qu'on a réussi donc à résumer finalement en un joli carré magique. On va faire un peu de prospective maintenant et je vais passer la parole à Maximilien Variot d'Equimetrix qui va nous parler à la fois des enjeux aujourd'hui et des priorités aussi et des enjeux de demain puisqu'on a envie de se projeter aussi un petit peu sur demain. Ouais, avec plaisir. Effectivement, pour se projeter demain, on va dire, on s'était dit que ce serait une bonne idée de partir déjà de nos propres attentes dans ce groupe de travail et aussi des attentes du marché. Et donc basé sur l'étude de l'IREP que vous a introduite Christine tout à l'heure. Et donc de cette étude, de nos attentes, de nos échanges, en fait on tire trois grands thèmes, trois grandes familles de priorités, on va dire d'aujourd'hui, et qui sont notre point de départ. Et ce que j'aime bien avec ces trois grands thèmes qui vous sont affichés à l'écran, c'est qu'ils racontent en quelque sorte une histoire. On a un premier thème qui est forcément le côté holistique de ces mesures, évoqué par Fabien et qui revient très très fort. Donc 71% des gens sondés vraiment le rank tout en haut de leurs priorités et de leurs préoccupations pour demain. Et c'est pas une surprise. Christine est revenue dessus en introduction aussi. On a effectivement un marché de la pub et de la consommation qui finalement est en perpétuelle évolution. Et donc du coup on a toujours plus d'options, plus d'approches, etc. Mais donc du coup qui viennent avec plus de complexité, plus d'éclatement des reporting, etc. Donc on a des possibilités qui émergent, mais on a aussi un éclatement, que ce soit sur les KPI comme on a parlé tout au début de la réunion, que ce soit dans les approches comme disait Fabien, et même encore d'autres choses. Donc en fait on a cette complexité, on a ce côté holistique qui est vraiment un impératif, et en fait ça nous amène au deuxième enjeu, mais qui en fait se recouvre assez bien avec le premier, qui est le besoin de convergence en fait entre online et offline, qu'on se parle forcément des leviers médias ou même des canaux de distribution des ventes des données, donc CRM, vente ou canaux médias, VOL, CTV, TV traditionnel, etc. Et donc en fait ce besoin de convergence, là encore il porte de la complexité, et moi j'aime bien ce quatrième petit point à 41%, qui est on va devoir capturer de plus en plus de points de mesure à une fréquence qui est de plus en plus potentiellement élevée, si on veut finalement rentrer dans ce carré magique dont on s'est parlé. Et donc il y a un besoin vraiment d'automatisation, de simplification, de la collecte, de la mesure, et ça revient on va dire à plus de 40% chez les interrogés. Et donc du coup quand on se parle de tout ça, de tous ces univers, on va rapprocher des technologies, des KPI, c'était le but de notre travail aussi, mais à la fin pour les gens qui opèrent tout ça, ça va être aussi se poser des questions d'organisation, de rituels, d'équipe, et donc on va se parler de capabilities tech data, mais aussi people, etc. Et là, c'est là où on commence à se parler de demain et de comment faire, entre guillemets. Et on a demandé, en fait, encore une fois, au groupe de travail et aussi aux sondés de l'IREP, quelles étaient leurs attentes pour demain. Et donc, il y a un premier point qui est autour de l'internalisation de justement tous ces sujets d'efficacité jusqu'à la mesure, etc. Et là-dessus, en fait, moi, j'aime bien ce premier point. Je vais faire volontairement une petite différence entre
qu'est-ce qu'on veut internaliser. Et en fait, c'est très très important pour nous, en se tournant vers l'avenir, de se poser cette question-là, parce que en fait, cette question-là, elle va vraiment être structurante sur la direction que vous donnez à votre organisation, sur les moyens qu'il faut mettre en face. Et donc, finalement, si on se liste tout ça, on va avoir grossièrement 3 cas. On peut se parler d'internaliser finalement un socle data, des capacités à délivrer de la mesure, mais pas que finalement, aussi plein de choses pour l'organisation et qui finalement se fait très très bien en interne. Il va y avoir l'internalisation des savoir-faire, des ressources, je veux dire, humaines et des people en face. Et ça, encore une fois, c'est une forme de priorisation par l'impact. Et il y a finalement l'internalisation des actifs technologiques. Et là, eh bien, c'est une possibilité. Il y a des gens qui le font très bien. Mais c'est pas le même, c'est pas le même challenge, c'est pas le même défi, parce que forcément, eh bien, c'est énormément de moyens, c'est de la maintenance, c'est se battre avec des acteurs spécialisés qui sont sur le marché et qui en fait proposent ça aussi, soit en open source, soit directement en interne. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point, et en fait il fait écho aux 3 bullet points que vous voyez sur la planche. En fait, internalisation des solutions, c'était un petit peu du coup mon point d'ouverture. La disponibilité des data, c'est le socle dont j'ai parlé, et interopérabilité, convergence, hybridation, c'est un petit peu tout ce qu'il y a au milieu. Et donc si on se pose la question d'après, qui est une question brûlante aujourd'hui, qui est: on a ces thèmes, et on va avoir un thème qui est une espèce de super thème, qui est l'IA. Et qu'est-ce que l'IA va venir finalement changer dans tout ça? Et c'est quelque chose qui remonte aussi assez fort dans ce questionnaire. La conviction qu'on peut avoir, donc on voit que du coup les sondés comptent investir pour 25% dans l'IA. Moi je m'attendais à un petit peu plus, plutôt par l'intermédiaire de partenaires technologiques. Mais en gros, on va avoir plusieurs point de question. La première réponse déjà qu'on peut apporter, alors bien malin qui a la boule de cristal entre guillemets sur cette question qui évolue à un rythme dont on est tous d'accord pour se dire qu'il est effarant. Peut-être le seul truc sur lequel tout le monde est d'accord. Mais en gros, en tout cas, on est persuadé que l'IA va bouleverser énormément de choses. Depuis des choses qui sont très évidentes et dont on a tous l'expérience, qui sont de l'ordre du parcours client. On peut aussi penser au tracking de la donnée, potentiellement à l'usage des données synthétiques. Et d'ailleurs, je crois que il y avait une intervention IREP il n'y a pas longtemps à ce sujet-là, donc je vous invite à la consulter, jusqu'au traitement de la donnée et finalement à la mesure. Si finalement on se rebase sur demain tout ce qui était autour de, on va dire, les approches de mesure et qu'est-ce qu'on cherche vraiment à capter, on va avoir encore une fois plein de points de vue sur le marché. On va avoir aux US donc Gartner qui se rapproche un petit peu de ce qu'on pourrait appeler une boule de cristal, mais en gros qui annonce des grandes perturbations, des effondrements de la chaîne d'attribution. En face, nous en France, on a des annonceurs qui s'y retrouvent pas tellement parce qu'ils peuvent commencer à traquer les clics par résultat LLM et qui disent finalement il n'y a pas grand chose. Alors en fait, en réalité, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, les parcours d'achat sont inégaux entre les marchés. En France, on a beaucoup des réflexes de finalement chercher sur les LLM et puis en fait basculer sur Google, etc. Mais ce qui est sûr, en tout cas, ou à peu près sûr, en tout cas, ce qu'on commence à observer en tant que du coup professionnel du secteur et les premiers indices qu'on a aussi sur les instituts de prospective, c'est ça va être majeur, et à mesure que les parcours technologiques, l'intégration des agents, etc., va s'améliorer, on aura une disruption de tout ce qu'on vient de se raconter qui va forcément se produire. Et donc là-dessus, en fait, on a déjà des acteurs qui misent massivement sur le GEO. Demain, on sait que les apps de LLM, par exemple, réfléchissent à intégrer du payant et donc des ads. Et donc, on se parlera de GEO, mais aussi de GenAI Engine, probablement advertising ou marketing, un petit peu comme pour le search. Donc, il faut se préparer à ça. Donc, c'est mon message principal et il est évident. Et donc, du coup, comment se préparer à ça ?
probablement qu'il y a des choses de bon sens, mais qui convient on va dire, de rythmer et d'inscrire assez haut dans l'agenda des entreprises. Le premier, c'est tout ce qui a trait à l'acquisition de la donnée, évidemment. Et c'est pas facile dans un univers où finalement ces modèles-là sont évolutifs, black box, etc. Mais il y a des solutions qui existent. Il y a un deuxième point qui est autour faire évoluer le cadre d'analyse un petit peu unifié, ou en tout cas l'adapter. Donc tout ce qu'on disait à l'instant sur la partie développée par Fabien. Et enfin, quel framework utiliser pour faire évoluer justement tout ça, et donc les modélisations de parcours d'achat, etc., etc. Merci Maximilien. J'espère que j'ai pas explosé le timing. Non, c'était parfait. Donc merci à vous quatre. Merci Hélène, merci Fabien, merci Faiza, merci Maximilien. Faiza, tu vas rester pour la seconde table ronde. La seconde table ronde, elle est non moins importante, c'est tout ce qui va être les guidelines et les pratiques. Et c'est donc Eric Schnubel qui va animer cette seconde table ronde d'ici quelques instants. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur les bonnes pratiques et les points de vigilance des mesures d'efficacité. Un mot pour les spectateurs qui nous regardent, vous pouvez bien évidemment poser vos questions sur le chat. La question, donc, comment agir et opérer les mesures d'efficacité pour mieux piloter les investissements de communication. Et donc, pour y répondre, avec moi, Julie Homo de Dentsu, Faiza Rabat d'Omnicom, Premila Chouloun de JC Deco et Didier Beauclerc de l'Union des marques. Donc, première question pour toi, Didier. Parmi les nombreux indicateurs d'efficacité que nous avons vus précédemment, quels sont ceux pour toi les plus pertinents et aussi quelles sont les attentes des marques en matière de mesures d'efficacité au global? Je dirais que la réponse est assez évidente. Les indicateurs les plus pertinents, ce sont ceux qui correspondent aux objectifs que les marques ont fixés à la campagne. Donc ce sont des objectifs marketing avant tout. On a à l'Union des marques travaillé sur un référentiel de la mesure de l'efficacité de la communication il y a maintenant 5 ans de cela. Et ce qui nous a guidés, c'est justement cette obsession de mettre en place une liste d'indicateurs qui sont les vrais indicateurs auxquels les marques souhaitent se référer. Alors, bien sûr, ce sont ceux qui sont liés aux objectifs de la campagne. Et donc, les objectifs de la campagne, ils sont essentiellement formulés du point de vue de la marque, soit en termes d'objectifs marque, soit en termes d'objectifs business. Sachant que les objectifs business, les performances commerciales, la plupart du temps, sont des indicateurs que nous avions appelés pré-business ou business, puisqu'on a aussi des indicateurs de type considération, prédisposition A, qui sont aussi des indicateurs marketing. Mais en fait, ce dont on se rendait compte, c'est que trop souvent, on confondait en fait les objectifs, les indicateurs de ces objectifs et puis les étapes du chemin pour les atteindre. Les étapes du chemin pour les atteindre, ce sont des indicateurs qui sont ce que nous avions appelé à l'époque des indicateurs de mise en œuvre média, donc qui sont des indicateurs la plupart du temps liés à la mesure d'audience, mais aussi des indicateurs qui sont liés à la performance de l'objet publicitaire, et je pense notamment à de la mémorisation, par exemple, pour ce qui est d'un message publicitaire. Tous ces indicateurs-là, en fait, sont des indicateurs à part entière, mais sont des proxys de l'efficacité plus que des indicateurs de l'efficacité en eux-mêmes. Et donc c'est ce travail-là qu'on avait fait. On est content et fier qu'il ait servi de socle au travail qui a été fait dans ce groupe de travail élargi qu'a constitué l'IREP autour de l'essentiel de la mesure de l'efficacité qui sort aujourd'hui. Alors nous, on est cette confusion et entre les différents stades des indicateurs, on se rend compte qu'elle est permanente. On a des acteurs qui, pour certains, ont tendance à guider les discussions plus vers les proxys que vers l'indicateur final.
On s'en rend compte notamment dans les dossiers EFI qu'on reçoit chaque année. Et je profite pour faire une petite page de pub pour vous dire que les prix EFI, la 32e édition, c'est le 8 décembre cette année. L'IREP est partenaire de ce grand événement que nous organisons avec la ACC. Donc on sera ravis d'accueillir tous les passionnés de l'efficacité de sa mesure à la soirée, la 32e soirée des EFI. Merci Didier. Je ne sais pas si tu dois partir maintenant parce que je sais que le timing est serré. Oui, tout à fait. Donc Virginie va prendre ma place. Exactement. Et j'en suis ravi. Merci encore Didier. Donc on l'a vu, les indicateurs dépendent des objectifs qui se retrouvent dans le brief. Et on le dit souvent, la qualité de la réponse dépend la qualité de la question. L'agence est souvent à l'origine des briefs. Donc j'ai une question pour toi, Faiza. Généralement, les briefs faits aux mesureurs viennent de la part de l'agence ou sont en co-création avec les marques. Alors, pour toi, comme tu en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'un bon brief ? Alors moi, j'aimerais, avant de rentrer dans le détail, parler de méthode. C'est vrai que pour nous aider à cadrer justement le brief aux mesureurs, on construit en amont, et j'ai beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure, un framework de mesure ou un measurement framework qui permet de bien lister les objectifs, donc avec la priorisation, la hiérarchisation que j'ai évoquée tout à l'heure, et à chaque fois la stratégie de mesure à mettre en place. Cette stratégie de mesure composée du choix de la solution, / de la méthodo et des indicateurs à suivre. Et là, notre rôle d'agence sera déterminant puisqu'on sera force de proposition sur les solutions, puisqu'on est agnostique et on audite un certain nombre d'acteurs de la mesure sur le marché et aussi garant de la méthodologie, etc. Donc c'est vraiment une histoire de méthode en amont qu'il faut bien cadrer dès le départ. Et j'insiste aussi sur la relation tripartite entre la marque, l'agence et le mesureur. Donc c'est un triangle magique. Un triangle magique voilà. Cette fois-ci, tout à fait. Et non pas un carré. Absolument. Peut-être un carré avec les médias, on le verra tout à l'heure. Merci Faiza. Et pour toi Julie, quels sont les autres écueils à éviter ? Sachant qu'effectivement, il y a cette logique de stratégie de mesure avec le client. Qu'est-ce qu'il y a comme autre point de vigilance ? Et dans d'autres temps, on disait qu'il fallait questionner les questions. Mais effectivement, c'est complètement le sujet aujourd'hui. Et en fait, nous, le risque qu'on a régulièrement et qu'on essaie d'éviter, c'est de confondre ce qui est un objectif marketing de ce qui est un objectif média. Et souvent, la traduction de l'un à l'autre, elle ne se fait pas forcément bien. Parce qu'on a tendance à penser que le média peut tout faire. Alors il en fait beaucoup, c'est sûr, mais aujourd'hui on ne va pas pouvoir non plus piloter tout le branding de la marque grâce aux médias. Donc l'idée c'est que vraiment aujourd'hui dans un brief et dans la façon dont on réfléchit aussi les stratégies que nous annonceurs, il faut qu'on arrive à faire cette traduction et qu'on se mette d'accord sur comment est-ce qu'aujourd'hui un objectif qui est lié à du business, qui est lié à du branding, et on arrive à le transformer d'un point de vue opérationnel en média. Ce lien d'interopérabilité, je pense qu'on en reparlera parce qu'il est essentiel aujourd'hui quand on se parle d'efficacité de la communication. Donc aujourd'hui, l'efficacité, c'est pas la rentabilité. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel à avoir en tête. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, un achat média, il est plus économique, disons, qu'il est forcément plus efficace. C'est pas parce qu'on fait plus qu'on fait toujours plus. La situation n'a pas toujours raison. Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de dissocier ce qui est un objectif, donc ce qu'on appelle les KPI. On a parlé beaucoup de KPI déjà dans la table ronde précédente, et ce qui est lié au mode d'achat. CPM, c'est un mode d'achat. C'est pas un objectif en soi. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment essentiel quand on travaille avec les annonceurs de ne pas confondre productivité et efficacité. Très bien, merci. Effectivement, c'est très clair. On voit donc que le brief est décisif pour effectuer une bonne mesure et disposer des bons indicateurs. Donc on voit aussi qu'il y a un petit paradoxe en quelque sorte, et je crois qu'il y a une slide à ce sujet-là issue du sondage de l'IREP. Donc on voit sur ce slide effectivement qu'il y a un paradoxe que tu as exprimé entre les indicateurs les plus suivis et les indicateurs à suivre. Et donc on voit sur ce graphique une différence
notable entre effectivement les indicateurs qui sont les plus suivis, qui sont les indicateurs de rentabilité dont tu parlais de coûts, et les indicateurs les plus importants qui sont par exemple ceux de la brand equity ou du retour sur investissement notamment. Merci en tout cas. L'autre question que je voulais vous poser, que Didier n'a pas forcément abordé tout à l'heure, mais en tout cas qui était une question qui a été discutée au sein du groupe de travail, c'est les questions liées et les attentes liées en matière de transparence, de vigilance, de transparence et liée à l'automesure en quelque sorte, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché qui effectivement sont entre guillemets jugés partis. Donc comment vous réagissez vous par rapport à ça, Faiza par exemple pour commencer? Aujourd'hui, c'est sûr que l'automesure de certains acteurs, je pense en particulier aux plateformes, sur de la mesure d'audience par exemple, c'est sûr qu'on ne peut plus, ces automesures ne peuvent pas constituer un standard de référence fiable pour les annonceurs et leurs agences. Donc l'automesure, je dirais, c'est non. D'accord. Je vais être non. Voilà, on a besoin de tiers de confiance. C'est ce qui est en train de se passer dans le cadre de la mesure cross-média vidéo, notamment côté médiamétrie. Et pourquoi je suis aussi radicale, c'est que on a souvent ces phénomènes de boîte noire où on ne maîtrise pas du tout la méthodologie, où on n'a pas forcément les réponses claires à nos questions. Donc nous, on sera là côté agence avec Julie pour décrypter, creuser et en faire état à nos clients. Donc c'est beaucoup aussi de travail de notre côté pour aller enquêter sur ces solutions que l'on audite. Et moi, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'importance aussi des instances de certification comme le CESP au niveau local ou le MRC au niveau international. Donc c'est un critère aujourd'hui de choix. Moi, avant de sélectionner un mesureur, je m'adresse au CSP pour voir s'il a été audité ou certifié. Je lis le rapport avant d'en faire état, là aussi, aux clients. Donc, c'est essentiel, vraiment. Essentiel. Julie, tu veux ajouter quelques points ? Ouais, forcément, sur le sujet de l'automesure, on est raccord. Aujourd'hui, il faut quand même aller regarder ce qui se passe derrière le rideau pour être sûr que le résultat qu'on aura en sortie, il est utile. Je pense qu'on a commencé à le dire tout à l'heure, déjà avoir un framework de mesure, c'est important. Donc déjà cadrer les choses, savoir les objectifs que l'on se fixe et du coup quels résultats on a envie d'avoir pour justement remonter aussi les performances du média, parce qu'aujourd'hui ces indicateurs d'efficacité, ils sont remontés au niveau COMEX, etc. Donc c'est important. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je pense que dans ces frameworks de mesure, distinguer ce qui est essentiel, utile et nice to have fait partie des sujets qu'on doit se poser au démarrage d'une campagne de communication. Et notamment sur la partie moins utile, dirons-nous, il faut vraiment faire attention à ce que j'appelle fait partie de la corbeille de la mariée. Bon, voilà, ça fait partie des sujets aujourd'hui où nous, on valorise aussi une partie de notre travail média avec ces mesures d'efficacité. Après, nous, notre job en agence, et c'est aussi l'évangélisation en interne, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui va dans le panier de la mariée est intéressant ou pas pour l'annonceur. Et ou est-ce que c'est juste aujourd'hui 3 chiffres qui seront à la fin d'un bilan et qui ne resserviront jamais. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est notre responsabilité aussi dans la définition de l'efficacité, de savoir ce qui va vraiment contribuer à derrière des pour-actions pour les annonceurs. Très bien, effectivement, je crois que tu voulais évoquer un point, Faiza, sur l'opérabilité, quelque part, des solutions de mesure, concrètement. Oui, là aussi, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est en effet l'opérabilité et l'interopérabilité, puisque mesurer pour mesurer ne sert à rien. On a tendance, quand on active certains médias et on t'offre la mesure, etc. Donc, mesurer pour mesurer, ça ne sert à rien. On doit s'assurer vraiment que les solutions déployées seront opérantes et constitueront une aide à la décision pour les
campagnes à venir. Et je donne un exemple très concret. Cette interopérabilité, elle se concrétise par exemple de mon côté Omnicom, par exemple des post-tests. Et là, je reprends le point de Fabien tout à l'heure sur la complémentarité des solutions, mais des post-tests qui servent à calibrer un MMM, dont les courbes de réponse viendront alimenter notre outil propriétaire Omni, qui servira donc au média planning des futures campagnes. Jusqu'au média planning. Exactement. Voilà, c'est un exemple type d'interopérabilité jusqu'à nos operating systems. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mauvaises nouvelles. En fait, c'est ça qui est important aussi dans la partie efficacité. Les mauvaises nouvelles, elles font aussi avancer le travail aujourd'hui de nous, agences et des annonceurs. Bien sûr. Et donc, côté régie, Premila, qu'est-ce qui est déterminant pour toi pour opérer justement des mesures d'efficacité qui soient optimales ? Alors, c'est vrai qu'on parlait du rôle essentiel aujourd'hui des agences, de l'annonceur et du mesureur, mais c'est vrai que je me rajouterais le point de la régie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vient aussi, dans cet inter-échange, venir identifier les KPI sur lesquels, on le voit, on a beaucoup de KPI aujourd'hui et sur lesquels aujourd'hui le média a une capacité à travailler. Donc pour nous, il va être essentiel de connaître cet objectif, de connaître l'objectif global de la prise de parole, mais de connaître aussi les objectifs qui vont être donnés au média qui est préempté lors de cette prise de parole. Et à travers ça, de pouvoir, nous, en tant qu'experts de notre média, pouvoir partager les spécificités de celui-ci pour pouvoir avoir une mesure effectivement qui prendrait les spécificités du média qui est mesuré, mais aussi de pouvoir au fait utiliser ces spécificités pour une mesure commune et avoir cette capacité d'avoir des KPI qui viendraient irriguer au fait une mesure qui montrerait finalement l'effet de chacun des médias, puisque c'est une volonté côté agence que d'avoir une stratégie plurimédia et de montrer l'effet de chacun. Donc la donnée va être essentielle à travers ça et de se dire, une fois que le KPI est identifié, quelle est la meilleure donnée à utiliser pour mesurer cette efficacité ? On l'a vu tout à l'heure, effectivement, la question des data, et je crois que Julie, tu voulais insister sur la partie data, notamment. Oui. Tu as raison, en fait, sur le sujet de est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise data, la réponse est oui, il y a une bonne et une mauvaise data. Donc je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, quand on va utiliser une source de données, c'est de comprendre, la méthodologie, de la source, la granularité, la fréquence, etc. Il y a vraiment aujourd'hui des conseils dans l'essentiel de l'efficacité qu'il faut aller regarder parce que ça va être précieux pour tout le monde pour vraiment aller jauger de la qualité, justement, d'une donnée. Et cette question-là, elle est essentiel aussi à l'aune de l'essor du digital et des mesures digitales, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en digital, on peut tout mesurer, ou pas, parce que, il y a quand même aujourd'hui des notions panel, etc., qui ne ressortent pas avec le digital, la qualification des contacts, par exemple, ou encore avec la disparition ou pas des cookies, le sujet de pouvoir alimenter aussi ces mesures, l'adressabilité et du coup la mesure de la performance. Donc c'est là aussi où le sujet il va être intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on continue à alimenter cette performance-là avec de la donnée qui est quand même potentiellement de moins bonne qualité et avec des conclusions qui pourtant elles sont les mêmes. Donc on va continuer à travailler dessus et le sujet de l'ADN du média, pour moi il est essentiel parce qu'aujourd'hui c'est pour ça que c'est une différence entre objectif marketing et objectif média. Et qu'il faut savoir ouvrir ses chakras et qu'on ne peut pas avoir exactement le même indicateur de pilotage en média pour pour tous les médias. Et c'est hyper intéressant parce que d'ailleurs, une des conclusions de la mesure cross-média que tu évoquais, Faiza, et Watch, c'est qu'on n'a pas un standard, on a plusieurs standards. Parce qu'en fait, les objectifs de communication ne seront pas les mêmes. Et donc derrière, le pilotage ne sera pas exactement le même non plus en média. Donc on ne peut pas en avoir un pour les gouverner tous. Ça n'existe que dans le Seigneur des Anneaux. Effectivement, le sujet data dans le groupe de travail a été largement abordé. Je crois qu'il y a un slide également là-dessus. On dénombre au final 9 sources de data. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les typologies de mesures qu'a montré tout à l'heure Fabien, aucune de ces 4 typologies de mesures utilisent l'intégralité des 9 sources de data. Donc il y a peut-être un progrès à venir dans ce sens-là, d'utiliser un plus large spectre de data. Autre question pour côté régie et médias. On a évoqué tout à l'heure avec Faiza et Julie le rôle de l'agence
dans cette de recherche et dans la logique de mesure de l'efficacité, quel est le rôle de la régie dans ce processus de mesure d'efficacité? Alors, le rôle de la régie a plutôt évolué au cours des dernières années. On est passé de la volonté d'avoir un rôle plutôt de mesureur de la performance et d'avoir des KPI, non pas d'efficacité, on en parlait, on est plutôt sur des KPI, là d'audience, sur du reach, sur un GRP, une répétition, à la capacité aussi de montrer que notre média émergeait dans l'écosystème, a un rôle de mesureur de l'efficacité d'une campagne, sur la brand equity, sur le trafic, sur le business. Et on voit qu'on est aujourd'hui vraiment dans un travail de collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit annonceurs, agences, régies, pour essayer de créer une mesure sur mesure pour ces annonceurs et d'aller même au-delà du média, de partager l'ensemble des moyens qui ont été mis en place, de partager des éléments médias hors médias, autour de la création, autour de la mise en œuvre de cette prise de parole pour essayer de trouver comment l'ensemble de ces variables explicatives que l'on a pu voir vont avoir un effet derrière sur l'efficacité d'une campagne. Donc on voit qu'on est rentré moins dans la preuve de l'efficacité, on va dire, de la performance et plus sur la partie mesure de cet effet de l'efficacité. Donc aller au-delà de ce qui a été appelé la variable contributive, mais vraiment sur l'indicateur d'efficacité. Et donc, bienvenue Virginie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce rôle justement de la régie dans ce processus de la mesure? C'est important ce que dit Prémila, parce qu'en fait nos métiers ils ont beaucoup évolué ces dernières années. Notre contrat de base, effectivement, socle, c'est de fournir de la data et des contacts qui sont mesurés par des tiers et qui sont certifiés. Et on y tient pour en gros servir la base de notre engagement. Et puis au fil des années, on a été de plus en plus challengé, on peut dire, par les agences annonceurs pour dépasser cette dimension-là. Et donc, on a développé de nouveaux métiers. Aujourd'hui, on travaille avec des instituts, avec les agences, avec les marques, pour développer des insights au service de l'efficacité des campagnes des marques. Et on est entré dans une démarche conseil de plus en plus forte. C'est-à-dire que chez Énergie Globale, on a même créé il y a quelques années une cellule dédiée uniquement à l'accompagnement de l'efficacité des campagnes des marques, en collaboration bien évidemment avec les agences et en nous appuyant sur des instituts, et en allant de la réflexion stratégique jusqu'à la mesure de performance des campagnes. Et en fait, à la source de ça, comme tu l'expliquais, Prémila, on a commencé avant tout par mesurer les bénéfices de nos assets médias hors médias pour servir l'ensemble des variables d'efficacité sur l'ensemble du funnel. Et aujourd'hui, on est dans une démarche de conseil à proprement parler. Alors, il y a un indicateur, il y a des tendances dans les mesures d'efficacité. Ça fait quelques années qu'on est dedans. Là, on voit le ROI revenir fort dans les mesures d'efficacité et prendre de l'ampleur. On voit aussi, et c'est vrai que c'était ce qui était évoqué en préambule dans les variables contributives, on voit aussi beaucoup le rôle de la création de façon assez centrale, en amont de l'efficacité certes, mais qui est de plus en plus mesurée de notre côté. Et puis, on a une autre mission aussi côté média, côté régie média, c'est de créer des contextes d'insertion qui sont propices à l'efficacité. C'est-à-dire que face à la profusion de messages et au volume auquel les individus, les consommateurs sont exposés, il faut qu'on fasse le mieux possible pour que nos environnements médias soient propices à l'efficacité. Donc, on a lancé en 2020 ce qu'on appelle le less is more, par exemple, pour la partie radio-audio, qui consiste à maîtriser tout simplement la durée publicitaire sur nos antennes en national. Et ça a été extrêmement favorable pour nos auditeurs, puisqu'en fait, on renforce le contrat d'écoute
de nos éditeurs et in fine pour les marques, puisque ça renforce les critères d'efficacité des campagnes sur la plupart des étapes du funnel, que ce soit la considération, les intentions d'achat, etc. Donc effectivement, une dimension beaucoup plus large que simplement le contrat entre guillemets de base d'un média. Tout à fait. Est-ce que, Primlia, tu as un exemple à nous partager également, puisque Virginie a partagé quelques éléments d'exemple? Alors, dans les exemples, j'ai 2 types d'exemples aujourd'hui à partager. Un premier, on parlait des spécificités du média. On voit effectivement aujourd'hui cette collaboration un peu se recréer avec les mesureurs, où on vient partager les spécificités de nos médias. On voit de nouveaux mesureurs, on parle de plus en plus de MMM. C'est vrai qu'on est face à des personnes qui sont plutôt à data analyse, sur lequel on a besoin de réapproprier, et je le parle d'autant plus sur un média où on nous dit souvent que la communication extérieure est difficile à mesurer. On voit qu'on est plutôt sur une volonté de nous réapprendre ce qu'est la communication extérieure, comment aujourd'hui il est utilisé par les annonceurs et quelles sont les différentes façons de l'utiliser. Donc ça, c'est un premier point, effectivement, sur déjà ce partage et cette volonté de grandir ensemble dans la mesure. Deuxième point, on est plutôt sur aujourd'hui les typologies d'études que l'on a. Historiquement, et je le disais, on était plutôt sur la performance, sur la mesure d'émergence. Aujourd'hui, on voit des budgets études qui sont plutôt hétéroclites, sur lesquels on a différentes typologies d'études qui viennent s'inscrire. On n'est plus uniquement sur le KPI de l'attribution, de la reconnaissance, qui étaient des KPI et qui sont toujours des KPI sur lesquels on vient donner un élément, mais on vient de plus en plus aussi sur des KPI beaucoup plus profonds et sur lesquels on vient diversifier aujourd'hui les typologies d'études. Donc oui, on voit au fait une réallocation aussi des budgets plutôt portés sur l'efficacité propre d'une campagne. Et un dernier constat aussi, c'est qu'on est finalement, quand on propose des solutions un peu sur étagère, un peu catalogue, ça ne répond plus finalement aux besoins. Aujourd'hui, ces besoins ont besoin d'être sur mesure, on a besoin de venir décrypter la marque. C'est d'ailleurs pour ça que le MMM aussi fonctionne aussi bien aujourd'hui, c'est que ça vient finalement prendre l'ensemble des éléments, médias, hors médias, d'une marque pour venir la mesurer. Et on voit aujourd'hui au fait ce besoin de sur-mesure de plus en plus grandissant chez nos annonceurs. Très bien. Et côté agence et expérimentation, quelles sont pour vous les autres bonnes pratiques quelque part à partager ? Je fais un tout petit pas de côté, j'en profite pour remercier tous les instituts qui travaillent d'arrache-pied justement à créer ces nouvelles méthodologies, parce qu'en fait au cœur de la question que tu me poses, il y a comment est-ce qu'on crée des méthodologies aujourd'hui et comment est-ce qu'on les adapte quasiment en temps réel, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui, et bon, on parlera d'hier peut-être un peu plus tard. Donc oui, aujourd'hui, la méthodologie est un sujet, et après, dans la façon d'opérer la donnée, il y a la granularité qu'on va pouvoir aller chercher, et finalement, une partie du boulot, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'on appelle le toute chose égale par ailleurs. Parce qu'en fait, quand on travaille sur une mesure d'efficacité, très souvent, on prend en compte quand même la marque, son contexte média, et pas forcément l'ensemble des choses qui se passent à côté. Donc là où les mesures business vont prendre plus de données exogènes, donc notre travail aussi dans l'analyse et l'interprétation des résultats, c'est d'aller comprendre ce qui se passe justement autour de ces mesures d'efficacité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le métier en régie, il a évolué, en agence aussi, mais aussi chez les instituts. Et que les post-tests, comme on les faisait quand moi j'ai commencé en 2009, ils n'ont plus rien à voir aujourd'hui. Et la donnée qualitative, notamment, qui ressort des post-tests, est de plus en plus importante. Je prends les post-tests par exemple, mais par exemple, cette donnée de santé de la marque, elle est aussi maintenant importante dans les données, même dans les MMM. Parce que de plus en plus, on prend en compte ce contexte-là et cette information-là pour justement comprendre pourquoi une marque fonctionne ou ne fonctionne pas en termes de business derrière. Ok. Faiza, tu voulais ajouter quelque chose ? Je me permets de compléter, Julie. En effet, au-delà du ROI, on a aussi cette tendance à regarder davantage un ROE, donc Return on Equity, alimenté par davantage de données de brand tracker notamment. Moi, après, en termes de bonnes pratiques, alors j'en ai quelques-unes, mais en lien avec le measurement framework que j'évoquais en amont des stratégies médias, c'est vraiment de définir un learning agenda aussi pour favoriser les expérimentations et être dans cette approche de test and learn en continu pour optimiser justement ces stratégies médias.
On a évoqué, c'est Fabien qui évoquait l'hybridation également des méthodologies, faire de la mesure passive, déclarative, de la modélisation et lever les pain points parce que justement sur la modélisation et notamment le MMM, on sait que le pain point principal c'est la récolte des données, un setup qui peut être très lourd. Donc il faut aller vers plus d'agilité. Nous, notre rôle en tant qu'agence, c'est d'être facilitateur dans ce setup et repenser aussi les livrables d'un post-test, les rendre aussi même plus agiles à tous les niveaux pour que qu'on soit dans cette mesure un peu plus always on et très opérationnelle. Opérationnel est très important et interopérationnel. Une dernière question, tu l'as un petit peu abordée sur l'intégration algorithmique et le développement de l'IA. Julie, et notamment qu'a évoqué précédemment Maximilien, sur quelle partie de mesure cela va-t-il impacter chacun de vous et donc vous permettre d'être encore plus pertinent, encore plus efficace? L'intégration aujourd'hui des modèles et de l'algorithmie, c'est pas nouveau dans le monde des études, etc. Ça existe depuis longtemps. Ce qui change, c'est effectivement la capacité de l'IA à accélérer ces mouvements-là et finalement, en se démocratisant, à venir adresser tous les pans de nos vies, même de nos vies quotidiennes. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est un formidable outil pour probablement avoir plus de granularité dans la restitution d'une information. Typiquement, dans une étude là où on va avoir un échantillon qui est restreint, peut-être pouvoir aller creuser en créant de la donnée synthétique, qui se base sur une donnée qui est quand même mesurée au démarrage. J'y tiens et je pense que c'est important. Mais en tout cas, de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai travaillé sur les 15-34 ans, mais au final, j'ai quand même envie d'aller regarder ce qui se passe en dessous et sur les 15-24 ans. L'IA pourrait nous aider à faire ça en se basant sur des jeux de données réels. Donc je pense que la granularité, c'est important, la performance aussi, donc d'accélérer probablement le travail des mesures, de la restitution et cette capacité aussi à dialoguer avec les résultats de l'efficacité, ça c'est intéressant. Et finalement, ne plus avoir uniquement des rendus froids, mais plutôt vivants, qui peuvent s'adapter quasiment en temps réel, et aussi intégrer plus facilement les outils. Parce qu'en fait, l'objet de l'IA aussi, c'est de réussir à faire cette transformation de la donnée pour justement les pain points qu'on a, notamment sur le MMM, ils le soient de moins en moins. Vous travaillez, je suppose, déjà dessus. On travaille tous dessus, évidemment, parce que ça fait partie de notre quotidien. Côté régie, média, vous voulez ajouter un point sur ce... Peut-être un point sur, effectivement, à partir de cette donnée déclarative ou cette donnée déjà mesurée, créer de la donnée synthétique pour voir comment, en fait, aujourd'hui, on parlait des KPI d'efficacité et de la mesure d'efficacité, mais comment ces variables, finalement, explicatives vont venir générer un effet. On part du principe que ces variables explicatives, on les met à plat, la création, elle est bonne, et on part de ce principe-là pour la mesure d'efficacité, et effectivement montrer comment aujourd'hui, cette création peut avoir un impact sur la campagne, et peut-être que d'avoir des pools de jeux de données plus importants avec de la donnée synthétique permettrait d'avoir des choses un peu plus tangibles, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses que l'on dit, mais on le touche que du doigt, je pense, à travers ce que l'on a mesuré. Très bien. Virginie, juste un mot rapide, parce que je crois qu'on est dans le timing un peu serré. Oui, juste partager un cas qui, dans nos médias en radio-audio, a été assez rupturiste en termes d'IA, qui est une IA utilisée par Illigo et qui nous a énormément servi dans la mesure d'image de marque. C'est-à-dire qu'on a mené et on mène avec Illigo des mesures classiques, exposées versus non exposées, et qui, grâce à une IA, permettent de visualiser l'imaginaire mental que génère un spot audio. Ça, c'est très nouveau comme démarche, et ça permet, pour un média unimodal, de transposer tout ce qui se passe dans l'imaginaire des personnes exposées au spot de la marque lorsqu'elles entendent le spot. Donc, je voulais juste partager cet exemple d'IA qui n'est pas de la donnée synthétique, mais qui est extrêmement innovant pour notre média. Oui, tout à fait. Très très bien. Merci en tout cas. Je crois qu'on a fini. Et on va passer aux questions-réponses. Oui, on n'a pas beaucoup de questions parce que voilà, je pense qu'on a été assez
Explicite en tout cas. Déjà, je tiens à remercier l'ensemble du groupe de travail et vous tous en particulier, toutes et tous qui êtes autour de ces 2 tables rondes. Pour ceux qui le demandent, parce qu'il y avait pas mal de questions, c'est déjà sur notre site, le document interactif est téléchargeable en PDF et sur le site de l'IREP. Et on a 2 questions, donc on va y répondre. Et je vais demander peut-être aux agences de rester, parce que c'est des questions que vous avez déjà un peu abordées. C'est des questions d'une dame qui s'appelle Élise Péan. L'une qui va vous parler, bien sûr, je la lis in extenso. Dans les entreprises, le focus est de délivrer des campagnes héroïstes et donc de regarder la performance des campagnes en fonction du chiffre d'affaires généré. Comment peut-on mettre en parallèle les notions de brand building ? Y a-t-il des modèles qui prennent en compte ces 2 aspects ? Donc tout à l'heure, vous aviez parlé de ROE, Return on Equity, qu'on a abordé aussi tout à l'heure. Mais je vous laisse répondre à cette question, ou l'une ou l'autre, comme vous voulez. Oui, moi je vais commencer. Déjà, quand on parle de ROI, on se parle plutôt d'indicateurs d'efficience. Enfin, c'est juste un point, une précision à apporter par rapport à toutes les définitions qu'on a évoquées pendant l'heure. Donc, c'est de l'efficience et non pas de l'efficacité. Il faut regarder ces indicateurs et en effet, on peut aujourd'hui enrichir des modèles, et je l'évoquais tout à l'heure, avec de la donnée de brand tracker. Encore faut-il que cette donnée soit suffisante, récurrente, pour pouvoir alimenter un modèle. Donc, moi, je vous l'ai expliqué, le branding is king. Donc, il faut traquer, mesurer vos indicateurs de marque avec cette vision aussi d'alimenter demain vos modèles. Voilà. Merci. Et une autre question de la même Élise. On parle beaucoup de médias, puisqu'on vient de parler quand même pas mal aussi de médias et de mesures de campagne médias, qui sont donc des variables contributives à l'efficacité, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'en est-il pour tout ce qui est investissement en magasin ? Quels sont les outils pour mesurer leur efficacité ? Donc c'est un sujet qu'on a aussi un petit peu abordé, mais qu'on peut peut-être reprendre maintenant. Julie ? Aujourd'hui, c'est des indicateurs qui peuvent rentrer notamment dans les mesures MMM, la part de voix, la visibilité, etc. Et en fait, le champ des possibles aujourd'hui, il s'ouvre de plus en plus. Donc n'ayez pas peur de proposer des indicateurs à partir du moment où ils sont bien traqués, où leur source est fiable, pour rentrer justement dans la notion de modèle. C'est ce que nous permet l'IA. Donc c'est hyper important. Et je veux juste rajouter un mot, parce qu'il est cher aussi à Olivier, et on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, on a beaucoup associé business à vente, etc. Aujourd'hui, l'efficacité, elle passe aussi par le changement de comportement. Nous, on travaille beaucoup avec un acteur qui est le gouvernement, et traquer ce changement de comportement. Et justement, aller chercher de nouveaux indicateurs, ça pousse à la créativité, je ne vous cache pas, pour aller justement comprendre quelles sont là aussi les variables qui aident à ce changement de comportement. Donc, c'est pas uniquement une question de vente. C'est vrai que c'était quelque chose qui était cher à Olivier, et merci de l'avoir souligné. Olivier Goulet, qui devait être avec nous ce soir et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Donc nous le saluons, il nous regarde en tout cas, et il est présent, même si c'est à distance, il est très présent avec nous. Il nous reste à conclure ce webinaire. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Vous pouvez donc retrouver, on va afficher le petit QR code. Voilà, donc il est sur notre site. Vous avez une version, comme je le disais, interactive et une version PDF, et on est bien sûr à votre disposition. Et tout le groupe de travail que je salue encore une fois, parce qu'ils ont été toutes et tous formidables et très impliqués tout au long de l'année. Et j'espère que ça va se poursuivre en 2026. Toi aussi. Merci à l'IREP aussi, bien sûr. Merci, à bientôt. Merci.